Bonsoir et merci de suivre ce 20h sur la RTNC. En voici les grandes lignes. 48 heures après sa nomination à la tête du gouvernement, les réactions viennent de partout. À l'UDPS, le secrétaire général a appelé à soutenir Judith Suminwa pour l'amélioration du social et au ministère du Plan. Le Premier ministre a reçu une pluie d'ovations. On salue ce choix du chef de l'État porté sur une femme compétente. Et puis les Nations Unies résolument engagées dans le règlement de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. L'envoyé spécial de l'ONU était en séance de travail avec le numéro 1 du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et enfin, vers le démarrage des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Bujima et Kabia-Kamwanga, un financement du Fonds national d'entretien routier. Voilà qui justifie la descente sur le terrain du directeur général du FONER et de son collègue de l'Office de voirie et drainage venu identifier les axes routiers à réhabiliter. Un invité dans ce journal, il s'agit du magistrat Tondouangou Kongolo Gilbert, conseiller maître à la Cour des comptes, directeur de cabinet du premier président de cette même cour. Bonsoir. Bonsoir madame. Et donc vous avez une matière spécifique à communiquer au public, donc le temps pour nous de voir ce qu'il y a dans ce journal, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci. Le chef de l'État congolais a présidé ce mercredi la cérémonie d'ouverture des travaux de la matinée de l'emploi, une organisation de l'Office national de l'emploi ONEM sous les auspices du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, une façon de contribuer à la création d'un avenir professionnel solide en RDC. Reportage. Les chiffres sont éloquents sur la question de l'emploi en République démocratique du Congo. 254 216 personnes, dont 172 867 hommes et 81 349 femmes ont été enregistrées comme demandeurs d'emploi de 2019 à 2023, selon un rapport quinquennal des statistiques du travail publié par l'ONEM. Pour renverser ces tendances et s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028, l'Office national de l'emploi, sous les auspices du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a organisé ce mercredi 3 avril 2024 au Fleuve Congo Hôtel une matinée de l'emploi. Des assises ouvertes par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autour du thème ONEM pour un partenariat fort et durable avec les acteurs du marché du travail en RDC. Dans son allocution, le chef de l'État s'est dit déterminé de faire de son engagement à créer plus d'emplois une réalité vivante tout au long de son quinquennat. Je suis déterminé à faire de mon engagement celui de créer plus d'emplois, une réalité vivante tout au long de ce quinquennat. Et pour ce faire, je compte sur l'implication et l'adhésion de toutes les parties prenantes pour relever ce grand défi. L'intérêt particulier que j'accorde à cette question justifie à lui seul ma présence en ces lieux à l'occasion de cette matinée de l'emploi. Peu avant cette allocution, l'ONEM, par la voix de son directeur général, a salué la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi le premier de ses 6 objectifs de son second mandat. Une clairvoyance également saluée par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, qui par ailleurs a fait remarquer que l'activité du jour répond à la volonté du chef de l'État de créer l'emploi à l'horizon 2028. L'ONEM, pour rappel, est un organe de régulation du marché de l'emploi en RDC. Il a pour mission l'enregistrement des demandeurs d'emploi, la délivrance des cartes des demandeurs, le visa de contrat de travail, la prospection d'offres d'emploi, la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques liées au marché de l'emploi en République démocratique du Congo. La mobilisation a été générale dans l'enceinte du ministère du Plan. L'administration et le cabinet politique ont salué l'élévation de celle qui dirigeait ce portefeuille technique. Judith Suminwa Tuluka, nouvellement nommée Premier ministre, a reçu une pluie d'ovations, une façon de reconnaître le travail de qualité récompensé par le chef de l'État, Françoise Bouelabouaki. Quelques heures après sa nomination, Madame le nouveau Premier ministre est accueillie à l'esplanade du ministère du Plan par un protocole spécial.
Pascal Omanabitika, son vice-ministre avec qui elle a collaboré pendant 1 an, est le premier à faire l'accolade. L'administration, en extase, présente un bouquet par l'entremise du secrétaire général. Judith Soumi-Nwatuluka retrouve la joie de l'équipe qui l'a accompagnée durant son séjour dans son ministère technique. Travail de nuit comme des jours autour des réformes et de la révisitation du PNSD. Rameau en l'air, concert des casseroles, l'accueil est digne d'un triomphe d'une femme qui atteint le sommet après un travail de qualité, reconnaissent cette assemblée emballée. Ovationnée et toujours sobre, la nouvelle femme à la tête du prochain gouvernement mesure la hauteur des attentes. S'en est suivi un bref échange dans le désormais ancien bureau. Entourée du vice-ministre du Plan et du patron de l'administration, c'est clair qu'elle prépare son départ. Et les femmes leaders réunies au sein de CAFCO expriment leur reconnaissance au chef de l'État congolais pour avoir promu Judith Souminois à la tête du gouvernement. Yolande Debengo de CAFCO justement est au micro de Fanny Malonda et Joséphine Liondo. Un jour après sa nomination comme Premier ministre, Judith Souminois retourne à ses origines politiques en franchissant les portions du siège mythique de son parti UDPS délimité. Une façon pour elle de confirmer son appartenance à cette grande famille politique. Avant toute chose, la Première ministre s'est entretenue avec le numéro 1 de son parti UDPS, honorable Augustin Kabouya, dans son bureau. Accompagnée de son secrétaire général, Judith Souminois a été accueillie triomphalement par la Ligue des femmes, surprise en pleine réunion. Ces premiers mots, la nouvelle locataire de la primature a rendu grâce à Dieu avant d'appeler tout le monde à l'unité. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Nzambe ye mokayebi tina nini atenga awa nai na ye awa naza na besoin ya bino nyonso naza na besoin ya bakongolais nyonso po totonga mboka dans la paix et dans l'unité. Amen. Banguna nyonso tu balinga te suka na bango tokolonga. Amen. Au cours de sa... À son tour, le chef de la première force politique de la RDC a trouvé des mots justes pour remercier les champions en masculinité positive qui a respecté sa parole en nommant une première ministre issue des rangs de l'UDPS. Mokonzi asali par na ye sikoyo biso nde tokomi na devoir ya ko résoudre problème ya population eza boyete ndenge tozali awa na bino to soutenir mama na mayele pe na mabondeli Zambe apesa ye intelligence na sagesse po akamba mboka oyo. Il faut retenir que Judith Souminois est originaire du territoire de Songololo dans le Congo central. Avant sa nomination, elle était ministre d'État, ministre du Plan, où elle a conduit les P245 territoires avec brio. Vous suivrez le reportage relatif aux réactions des femmes un peu plus tard dans ce journal et vous avez constaté que Judith Souminois, juste après sa nomination, est allée au siège de l'UDPS, voilà qui confirme son appartenance à ce parti politique. En séjour en Genève, en Suisse, le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, a expliqué la situation des droits de l'homme au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Il s'est étendu longuement sur le bien fondé de la levée du moratoire sur la peine des morts. Yvette Mankoutima. Dialogue interactif renforcé sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, accompagné du directeur général du FONAREF, Lucien Lundula, ont participé à ces dialogues interactifs. Plusieurs questions ont été évoquées, dont celle relative à la levée du moratoire sur la peine de mort. Le ministre des Droits humains a justifié ce choix comme étant une réponse aux cris des Congolais face à la guerre dans la partie est du pays. Comment comprendre que la communauté internationale se lève juste pour l'application de la peine de mort, mais est hésitante
pour la condamnation de cette guerre injuste que le Rwanda nous impose. Mais nous nous félicitons que pendant cette session, pour la première fois, que l'Union européenne puisse clairement citer le Rwanda, mais aussi condamner l'implication du Rwanda dans cette guerre. L'Union européenne a été également suivie par les États-Unis et nous espérons qu'ils ne vont pas s'arrêter à de simples condamnations, mais que des sanctions seront prises. La traîtrise qui caractérise certains officiers de l'armée, la duplicité et autres, entraînant des pertes en vies humaines, tout en évoquant le fait que la RDC était sensible aux préoccupations des uns et des autres sur la question notamment au caractère sacré de la vie humaine. Il a été indiqué que l'accent et les synergies devaient être mis sur la fin de la guerre. Le retour à la paix dans l'est de la RDC, dans la région de Grand Lac, voilà l'essentiel de l'entretien entre l'envoyé spécial des Nations Unies et le coordonnateur national du mécanisme de suivi. Les deux personnalités ont répondu aux questions de la presse. Patricia Ongou, Tony Djouma. Au lendemain de nombreuses condamnations de l'agression du Rwanda à travers le M23, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Xia, a échangé avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le professeur Alphonse Toumbalouaba, sur les avancées en termes de la recherche de la paix. Les différentes parties sont unanimes pour reconnaître la pertinence parfaite des dispositions et des engagements prévus dans cet acte juridique, l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour les numéros 1 du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, la RDC, respectueuse de ses engagements depuis la signature de l'accord cadre, est trahie par certains pays signataires de cet accord. Oui, parce que je crois qu'ils ont contribué aussi à faire avancer la position de la communauté internationale, parce que vous savez que régulièrement l'envoyé spécial pour la région de Grand Lac fait aussi rapport au Conseil de sécurité sur la réalité régionale, sur la mise en œuvre de l'accord cadre en RDC et par les États de la région. Les deux personnalités s'engagent à multiplier des rencontres jusqu'au retour définitif de la paix à l'est de la RDC. Tondouangou Kongolo Gilbert, vous êtes magistrat, conseiller maître à la Cour des comptes, directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, vous venez annoncer la journée de vulgarisation de la loi organique de la Cour des comptes en faveur des mandataires publics. Qu'en est-il? Oui, effectivement, demain, il est prévu la tenue d'une journée de vulgarisation par la Cour des comptes de sa loi organique. Il s'agit de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Nous le faisons parce qu'on s'est rendu compte que les mandataires publics ignorent beaucoup de cette loi organique qui date de 2018. Ils ont les obligations de redevabilité envers le peuple congolais dans la gestion des entreprises publiques et des établissements publics. Alors on s'est rendu compte, quand on a fait l'état des lieux à notre arrivée, c'est-à-dire qu'à l'arrivée du premier président Munganga Jimmy Ngwaka, il y a 2 ans, quand il est arrivé, il s'est mis à faire l'état des lieux. Et de cet état des lieux, il est ressorti que les entreprises du portefeuille et les établissements publics ne respectent pas cette loi, non pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais plutôt parce qu'ils l'ignorent. Ils en sont ignorants. Effectivement, d'où cette journée de vulgarisation que nous aurons demain. Okay, comment vous allez procéder? Ce sera un atelier que vous allez faire passer dans les entreprises publiques Non, c'est une journée que nous organisons au Fleuve Congo Hôtel. Donc on a invité pratiquement tous les mandataires publics, DG et PCA de chaque entreprise publique et de chaque établissement public. Et même le ministre du portefeuille est aussi invité. Oui, ils ne savent pas que quand ils ne respectent pas cette loi, il y a des sanctions qui vont s'en suivre. Effectivement, c'est ça l'intérêt de cette vulgarisation, parce qu'il y a un principe latin qui dit lex moneat prius quam feriat. C'est-à-dire qu'il est souhaitable que la loi
avertissent à frapper. Il y a des sanctions très lourdes. C'est-à-dire que quand les états financiers des entreprises publiques ou des établissements publics ne sont pas transmis à la Cour des comptes dans le délai légal, il y a faute de gestion. Et quand la Cour des comptes condamne pour faute de gestion, c'est le double de la rémunération brute annuelle de la personne mise en cause. Ça veut dire, en termes plus simples, c'est-à-dire que la sanction peut atteindre c'est-à-dire votre salaire multiplié par 24. Ok. Oui. Et voilà. Permettez-nous de poursuivre avec ce journal, mais vous avez un dernier mot pour ces Congolais qui vous suivent. Oui, effectivement, c'est-à-dire que ce que la Cour des comptes regrette, c'est que les entreprises publiques et les établissements publics qui auraient dû être des solutions pour l'État sont presque tous devenus des problèmes. Et la Cour des comptes, qui a dans son champ le contrôle de ces entités-là, entend appliquer la loi dans toute sa rigueur. Merci. Magistrat Tondouangou Kongolo Gilbert, vous êtes conseiller à la Cour des comptes et directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes. Donc demain, il y aura cette journée à l'hôtel du Fleuve où les entreprises seront sensibilisées sur cette loi. Effectivement. Merci à vous. Merci. Le 2 avril, le monde entier a célébré la journée de la sensibilisation à l'autisme en RDC. Le ministère en charge de personnes vivant avec handicap, en collaboration avec d'autres ministères sectoriels, ont réfléchi autour du thème gouvernance de la multisectorialité et de l'autisme, rôle des acteurs. Un reportage de Betty Amani. Il est plus que temps pour le gouvernement de porter haut la question de la gouvernance du secteur de l'autisme en RDC. Étant donné que l'autisme n'est pas une maladie, mais un handicap. C'est l'essence de l'organisation de la première célébration par la RDC de la Journée mondiale des sensibilisations à l'autisme sous le thème national « Gouvernance de la multisectorialité de l'autisme, rôle des acteurs, gouvernement et autres parties prenantes ». Cérémonie organisée par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en collaboration avec d'autres ministères sectoriels en partenariat avec les structures locales d'accompagnement, notamment Congotisme, les Amis de Daniel, CIMA, Bon Départ et Eli Canabiso. Il s'agit d'une opportunité permettant de mieux informer la population, notamment les différents acteurs publics et privés, sur les réalités de ces troubles du développement qui affectent des milliers de personnes dans le monde. L'autisme est une réalité très présente, cependant le pouvoir public, particulièrement le gouvernement, n'ont porté que très peu d'attention à la question de l'autisme. Cette journée a été célébrée sous forme de la semaine de sensibilisation à l'autisme. C'est la ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, qui a, au nom du Premier ministre sortant, donné les coups d'envoi des activités de la 10 semaines en présence du ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga. Les partenaires techniques et financiers ont tous réaffirmé leur volonté à accompagner les gouvernements dans le processus d'inclusion de PVH en général et des personnes vivant avec autisme en particulier. Et c'est la fin de la campagne de dépistage du cancer de col de l'utérus ainsi que la fin de la formation, cette fois-ci, des femmes veuves pour leur autonomisation. La cérémonie de remise de brevet a été présidée par Maman Marthe Kassalou, présidente de la fondation qui a organisé cette campagne. Après la concrétisation du projet apprentissage de métier et du dépistage médicaux de femmes veuves à travers une série de formations, l'heure est à la remise de brevets aux bénéficiaires. C'est donc à l'hôtel Béatrice, le lundi 1er avril, que la cérémonie a eu lieu, auquel ont rehaussé de leur présence plusieurs personnalités et invités de marque. Un grand œuvre qui vient de se réaliser grâce à l'association Femmes et Promotion AFEPRO de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, sous la coordination de Noël Boukaka Diakanoa, qui par l'occasion remercie ses partenaires. Clôturer le premier palier de notre si grand projet initié par Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, présidente nationale de la FEPRO. Nous remercions tous nos partenaires qui s'étaient décidés de nous accompagner pour l'accomplissement de cette journée. Nous vous invitons de continuer à nous soutenir pour pouvoir achever le 9 paliers restants au sein de notre projet. Les bénéficiaires ont reçu du main de la Dame de Cœur le brevet qui symbolise la réussite des efforts consentis.
Sûrement que Zalango, Bishop Baba Nyosho, pour la bébé, n'a que moi, ça la maté. C'est pas la première fois. Oh, maman a beaucoup de président à ça la bouille. Na lobby merci makasi ngayo nazalaki délaissé na yebaki te na kokoma ta na Gigi lelo na komi na Béatrice na sepeli makasi na pamboli mama. Une journée mémorable et donc c'est dans une ambiance bon enfant et la cérémonie a été clôturée. Voilà, nous revenons sur les réactions des femmes de CAFCO qui saluent la nomination de Judith Souminois à la tête du gouvernement. Cette désignation du chef de l'État continue à défrayer la chronique. D'ailleurs, elle est et restera gravée dans les annales de la République démocratique du Congo, une nouveauté saluée par toutes les femmes. C'est avec une joie immense que nous, membres du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, avons appris la nomination d'une des nôtres, en l'occurrence Madame Judith Souminois Toulouka, en qualité de première ministre de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci est un grand honneur que vous venez de faire à la femme congolaise en élevant Madame Judith Souminois Toulouka à cette haute fonction. Par cet acte, vous venez de franchir un autre pas dans la matérialisation de votre vision sur l'inclusion et l'égalité de sexe. Votre volonté politique a donné un sens au combat pour la promotion des droits des femmes. Nous sommes convaincus que vous ferez davantage pour tous les postes nominatifs et ce, à tous les niveaux. Les femmes congolaises vous réitèrent leurs remerciements et vous souhaitent une franche et fructueuse collaboration avec Madame la Première ministre, Judith Souminois Toulouka. Au-delà de la femme politique qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est une experte. C'est une technocrate. Parce que au PNUD, c'est la technocratie, c'est la méritocratie. Et je crois que le choix effectué par le chef de l'État sur la personne de Judith aujourd'hui, Excellence Madame le Premier ministre, je crois que c'est un choix judicieux. Vraiment coup de chapeau, mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé la barre très haut en accordant cet espace à la femme. La CADECO, cette caisse d'épargne du Congo, doit être rénovée pour un fonctionnement répondant aux normes. C'est la volonté de la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kaïnda. Cette dernière a également saisi l'occasion pour demander aux responsables des entreprises publiques d'apporter leur soutien à Judith Souminois, nommée Premier ministre. Angèle Mabiala et Lintumba. Elle est en première ligne pour la relance effective de la CADECO afin de permettre à l'ensemble des Congolais d'avoir des assurances d'épargne. La patronne des entreprises publiques, à l'heure de la réunion avec les conseils d'administration et la direction générale de cette banque de l'État, a donné des orientations précises et claires pour sécuriser les conditions d'épargne de cette banque de l'État. La nomination de Madame Judith Souminois Toulouka au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, a poussé la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, à louer le respect des engagements du président de la République. Je salue la volonté politique du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris une décision courageuse. Il a brisé les préjugés, les mythes qui sont caractérisés par notre société. Et c'est là en faisant confiance à la femme congolaise d'une manière générale et à notre Premier ministre. Elle est déjà sur un chemin balisé parce que le 20 janvier 2024, le chef de l'État a centré son action sur 6 piliers. Et c'est sur 6 piliers que notre Premier ministre et chef du gouvernement va couler ça en programme du gouvernement, naturellement qui sera accepté et investi par l'Assemblée nationale. Je félicite Madame Judith Toulouka pour sa nomination par le chef de l'État. Mon vœu que le Saint-Esprit donne l'éclairer pour mener à bon port cette action du gouvernement et un fructueux mandat avec notre Seigneur Jésus-Christ. Éduquer une femme, c'est
Et toute une nation, dit-on, la princesse Adèle Kaïnda Maïna reste convaincue que le passage de Madame Judith Soumino Toulouka à la primature va répondre au souci des Congolais de voir une gestion différente. La revue technique du draft de l'avant-projet de la loi portant protection des consommateurs a fait l'objet d'un atelier organisé mardi par la Commission nationale de la concurrence, CONAC. C'est le ministre d'État en charge de l'économie qui en a présidé la cérémonie d'ouverture. Anim Balaga. Attelé sur la revue technique du draft de la loi portant sur la protection des consommateurs en RDC, cela a été l'occasion d'analyser article après article ce texte qui contient 87 articles et de l'amender afin qu'il soit présenté au Conseil des ministres pour adoption et poursuivre son parcours au niveau des deux chambres du Parlement jusqu'au parachèvement qui est la promulgation par le président de la République. Le ministre intérim de l'économie nationale Eustache Mouanzi Moubembe, dans son mot d'ouverture, a indiqué que l'absence d'une loi sur la protection des consommateurs en RDC constituait une brèche pour les opérateurs économiques. En balayant les yeux d'un regard dans la salle et scrutant les différents participants présents ici, j'observe l'absence de l'essentiel des catégories sociales de nos populations. Je ne doute donc pas de la qualité des uns et des autres ici présents, dont je me réjouis. C'est pourquoi je vous engage donc, au cours de vos travaux, de procéder avec conviction et minutie à l'examen de cet avant-projet. Prenant la parole, le coordonnateur de la CONAC, Fredin Simbaluzolo, a indiqué que cet atelier constitue une étape déterminante dans la mission de sa structure visant à garantir les droits des consommateurs des différents biens et services en RDC. Rappelons que la présentation de ces drafts de l'avant-projet de loi sur la protection des consommateurs est l'aboutissement d'un long processus marqué par différents ateliers tenus par la CONAC avec des experts de différents horizons, le tout sous l'accompagnement technique des experts de conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Elle a atteint et même dépassé ses assignations budgétaires. Pour le premier trimestre de l'année en cours, la Direction générale des recettes de judiciaire et de participation a mobilisé des recettes non fiscales de l'ordre de 107%. La réunion d'évaluation de cette performance dans ce commentaire de Cédric Kenina. Pour les 3 premiers mois de l'année, les recettes mobilisées par la DGRAD a crevé le plafond des assignations budgétaires. 107%. L'équipe dirigée par Jean-Lucien Boukofo a répondu au-delà de la barre tracée par les législateurs. Une évaluation des recettes mobilisées en présence de la haute hiérarchie de cette régie financière qui a été également l'occasion pour les directeurs. Nous nous sommes engagés, chacun, en âme et conscience, que nous allons atteindre les assignations qui nous ont été assignées par le gouvernement central. Donc chacun de nous, que ce soit les directeurs provinciaux, que ce soit les directeurs centraux ou urbains que nous sommes, aujourd'hui nous avons signé devant notre directeur général que nous nous engageons à atteindre les chiffres qui nous ont été demandés par le gouvernement central. Par ailleurs, la DGRAD est investie de toutes les missions et prérogatives en matière d'ordonnancement et recouvrement des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, constituant ainsi les recettes non fiscales émargeant au budget du pouvoir central. Vers le démarrage des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Bujima et Kabeya-Kamonga, un financement du Fonds national d'entretien routier, voilà qui justifie la descente sur le terrain du directeur général du FONER et de son collègue de l'Office de voirie et drainage. C'est une visite pour identifier les axes routiers à réhabiliter dans le cadre du projet de désenclavement du territoire de Kabeya-Kamonga. Un projet à venir qui sera financé par le Fonds national d'entretien routier et un coup de main du Trésor public. C'est le mobile de ce périple qui a mené le directeur général du FONER et ses collègues de l'Office de route et de l'Office de voirie et drainage à plus de 100 km de Mbujimaï. Parti du chef-lieu du Kassai oriental, les cortèges des directeurs généraux s'est ébranlé vers Kabeya-Kamonga, de la commune rurale de Kenankuna à Munkamba, en passant par Mupompa, les routes sont moins praticables, nécessitent une touche technique. À la fin de cette première étape de la visite, Pierre Bundo Kindongala,
directeur général du FONER, s'en est réjoui. Donc il s'agit d'identifier un projet de désenclavement au territoire de Kabea-Kamonga qui sera financé par le FONER. Le directeur général de l'Office de route, la réalisation de ce projet est certaine. Jano Kikanga Langoy rassure que les tronçons de la route nationale numéro 1 et les routes d'intérêt local seront prises en charge pour faciliter la connexion de voies des communications locales. Comme nous sommes avec FONER, qui est pratiquement notre banquier du ministère, je crois que très rapidement, des estimations seront faites pour permettre à nos brigades d'être opérationnelles sur terrain. Pendant la mise en œuvre du projet, l'Office de voirie et drainage OVD s'occupera de la réhabilitation de la voirie dans la commune rurale de Kenankuna et dans la cité du lac Munkamba pour un total de près de 14 km. En ce qui concerne la cité de Kabea-Kamonga, nous aurons une voirie de plus ou moins 8 km. Et dans la cité de lac Munkamba, nous avons 3 voiries structurantes qui vont être prises en compte. Nous aurons à peu près une voirie de plus ou moins 6 km. Le projet des enclavements du territoire de Kabea-Kamonga vient se greffer dans l'accord entre la RDC et la Banque africaine de développement pour financer le bitumage de la route nationale numéro 1 sur son tronçon Kananga-Kabea-Kamonga, 137 km, et l'aménagement des pistes rurales longues de 150 km. Monique Jeskins, directeur général des plantations et huileries du Congo, primée par l'association Congo Émergence pour son leadership. Il faut reconnaître que son entreprise a accru le niveau de production d'huile de palme locale. Patrick Michel Moukoui. En moins de 5 ans, les plantations et huileries du Congo, seule grande entreprise congolaise de production d'huile, a vu sa production augmenter à plus de 77%. Selon les spécialistes et observateurs du secteur, cette performance serait le fruit d'un leadership au sommet de l'entreprise, caractérisé par une culture de durabilité et d'engagement communautaire. Les juristes, journalistes, analystes et observateurs qui composent le jury de l'association nommée Congo Émergence Plus ont, au terme d'un suivi attentif, décidé de décerner une distinction au directeur général de PHC, Madame Monique Jeskins. L'opinion nationale et internationale retiendra de vous le mérite d'avoir rehaussé les niveaux du PHC dans une gestion rigoureuse, transparente. Votre détermination de vouloir transformer cette entreprise agricole. Depuis la prise de fonction de Monique Jeskins sur décision de l'actionnaire majoritaire Kuramo Capital Management, la représentativité féminine au sein de cette entreprise est passée de 4,5% à plus de 14%. Nous sommes dans la continuité du mois de la femme. Je voudrais dédier ce trophée à toutes les femmes qui travaillent au sein de l'entreprise parce que je dois avouer qu'elles ont un impact considérable auprès de dans leurs départements respectifs. L'amélioration de conditions de vie de 10 000 employés de PHC et des populations environnantes des sites d'exploitation est l'un des éléments majeurs qui a concouru à l'octroi de ce trophée d'émergence. Province du Congo central, le directeur général de l'Office congolais de contrôle a inspecté les services de l'agence de Lukala, le laboratoire et le poste de contrôle de Lufu. Il veut ainsi s'assurer du contrôle de la qualité et de la quantité de ciment mis à la disposition des Congolais. Commentaire. L'inspection de services de l'agence de l'Office congolais de contrôle de Lukala a été le point de chute de la mission du directeur général de l'OCC, Etienne Chimanga Mutombo, dans la province du Congo central. Cette agence créée en 1989 a la particularité de contrôler la qualité et la conformité de la production locale de ciment. L'agence de l'OCC Lukala s'occupe également du contrôle des importations et exportations au niveau de la frontière de Lufu, RDC Angola. Etienne Chimanga Mutombo a inspecté de fond en comble les différents services de l'agence, particulièrement le laboratoire de Lufu, où il a donné des orientations claires sur la procédure du travail, ainsi que le poste frontalier de Lufu, porte d'entrée et des sorties des produits importés et exportés. Nous avons des conditions dans lesquelles nos agents sont en train de travailler, et même difficultés de fonds et notes de ce qu'il faut faire, afin que l'espoir de pouvoir là où ça ne marche pas. Et d'une manière générale, le travail est. Dans une série de réunions
Étienne Chimanga Mutombo, DG de l'OCC, a sensibilisé tous les personnels de façon générale et singulièrement le cadre et les femmes de l'agence sur l'impact de leur travail sur la vie de la population congolaise. Sur place, le DG de l'OCC a pris des mesures appropriées pour rencontrer les préoccupations des agents et cadres de l'OCC, agence de Lukala. Vers l'extension de la ville de Kinshasa, un grand projet visant à étendre la capitale congolaise. Il en a été question au cours d'une audience que le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat a accordée à une délégation d'investisseurs chinois. La ville de Kinshasa sera le grand chantier des années à venir. Un vaste projet d'extension de la capitale mis en place par le gouvernement congolais attire déjà des investisseurs. Cette réunion technique entre le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou et ses premiers investisseurs du consortium international Sino East Trade fait déjà le point. Conduite par le coordonnateur du comité stratégique de supervision de ces projets, Thierry Katamboué, cette délégation chinoise, dans son plan de travail, veut procéder à la création d'une zone industrielle de fabrication des matériaux de construction et aussi à la construction d'une zone commerciale. Tous les éléments techniques du déroulement des travaux ont été présentés au patron de l'urbanisme et habitat au cours de ces échanges de plusieurs heures. De grands projets sont prêts à démarrer sur la nouvelle ville de Kinshasa, à savoir une zone industrielle qui va permettre d'avoir la fabrication aussi des matériaux de construction, ainsi qu'une zone commerciale d'exhibition qui sera sur la nouvelle ville de Kinshasa. Le gouvernement est prêt à mettre les conditions parce que ce sont des conditions d'encadrement de l'investissement, des conditions de climat des affaires, afin que nous puissions démarrer, on l'espère, dans les 3 mois. La ville de Kinshasa connaît un taux de croissance urbaine parmi les plus rapides au monde. Face à cette situation irréversible, le gouvernement congolais par les canaux de Pius Mwabilou veut donner un autre visage à la capitale congolaise. Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme, cette thématique a mis au devant de la scène les animateurs du Fonds national de l'habitat pour parler également des stratégies d'offres d'accès aux logements sociaux décents. Gaëtan Magalano. Deux stratégies d'offres d'accès aux logements sociaux abordables et décents aux femmes congolaises dans divers secteurs exposés lors de cette matinée d'échange et d'informations sur le mission. Nous savons que la population congolaise par majorité évolue dans le secteur informel et nous avons pensé à travers les mécanismes des coopératives, nous pouvons bien accompagner et encadrer les femmes et les jeunes, la majorité qui se trouvent dans ce secteur, à devenir aussi propriétaires. Une rencontre qui s'inscrit aussi dans le cadre de la clôture des activités du mois de droits de femmes, placé sous les thèmes « Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme ». Et à la Chambre haute du Parlement, on continue à célébrer la femme, une initiative du président du Sénat pour les encourager dans leurs activités. 10 femmes de distinction ont reçu des trophées. Robert Ndaye. Les activités liées au mois de la femme ont été clôturées avec faste à l'Athénée royal de Guémena par la remise des trophées Maman Molende en présence des autorités de la province du Sud-Bangui. Face aux 10 lauréates, la ministre provinciale du genre, Justine Saté, a salué l'initiative du président du Sénat, honorable Sangouma Temongo de Mossai, à travers Action Sangouma pour honorer 10 exceptions qui se sont distinguées dans leur parcours. Remercions l'honorable sénateur Papa Sangouma pour cette belle initiative. En particulier, Maman Molende, nos 10 lauréates, qui font la fierté du Sud-Bangui. Un événement qui revêt un attrait tout à fait particulier visant à célébrer les valeurs des femmes qui sont la fidélité, la loyauté et la constance, a déclaré la coordonnatrice de l'événement, Huguette Katumba, fonctionnaire international venue de Gaborone pour honorer les femmes de Guémena. En tant que maman, que désormais vous portez haut le flambeau de la province du Sud-Bangui. Nous vous regardons, nous vous observons et nous comptons sur vous pour célébrer l'excellence au sein de notre province. La cérémonie de remise des trophées de l'excellence Maman Molende a été agrémentée par l'artiste de renommée internationale Lydia Diatoti, venue de Chicago. Remise de certificats, trophées et une enveloppe consistante. Les lauréates surprises par cette action ont remercié de vive voix le président du Sénat, honorable Sangouma Temongo de Mossai,
initiateurs de cette activité par le choix porté sur elles. Ces femmes ont été sélectionnées tenant compte de leurs actions sociales, entrepreneuriales, de développement et d'encadrement de la population vulnérable, comme Mme Jeanne Sabouli Sangouma. Et notez aussi que la PEP AAP a 37 députés qui siègent au Parlement. Le haut représentant de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, Tony Kankushiku, a réuni ses élus et les membres du bureau pour une communication relative aux orientations à suivre en vue de mener à bien leur mission. Malumbela, reportage. Cette réunion politique a réuni les députés élus issus de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Il était question pour les hauts représentants de l'autorité morale de la PEP AAP, Tony Kankushiku, de donner des orientations stratégiques aux députés afin qu'ils puissent bien canaliser les performances pour un meilleur rendement durant leur mandat parlementaire. Troisième force politique du pays à l'Assemblée nationale, la PEP AAP veut anticiper les choses, travailler sur des réformes notamment pour relever les défis du développement tels que décrits dans les 6 engagements du chef de l'État vis-à-vis des Congolais. Nous avons reçu des orientations sur la manière dont on doit travailler, notamment en ce qui concerne la création prochaine de nos groupes parlementaires et aussi la gestion des ambitions au sein de l'Assemblée nationale. Le plus important, c'était de nous sensibiliser pour l'unité, surtout pour travailler, tenir compte des orientations et de la vision de notre autorité morale qui est le chef de l'État. La promotion et l'application perceptible de la masculinité positive dont fait montre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la gestion de la chose publique ont été largement applaudis à travers la nomination d'une femme à la tête du gouvernement central. Oui, nous avons parlé aussi du choix opéré par le chef de l'État d'avoir porté dans des dévolus sur Mme Ditz comme première ministre de notre pays et nous l'avons félicité parce qu'il est champion de la masculinité positive. La gente féminine de la PEP AAP a salué cette démarche. C'était aussi une occasion pour les hauts représentants de rappeler la devise de la PEP AAP, la loyauté à l'autorité morale, l'efficacité et la discipline à tous les membres qui constituent la méga plateforme car elle a un grand rôle à jouer pour le bon fonctionnement des institutions. D'une structure politique à une autre, nous parlons à présent du PALU, le parti Lumumbiste unifié, dont le secrétaire général Didier Manzenga a été présenté aux militants et cadres du parti. Rendez-vous respecté malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa. Militantes et militants du parti Lumumbiste unifié PALU ont rempli le stade municipal de Massina, cadre choisi pour la présentation officielle du nouveau secrétaire général et chef du parti, Maître Didier Manzenga Mukanzu, c'est de lui qu'il s'agit, a axé son meeting populaire sur la cohésion et l'unité au sein du parti après son élection le 31 janvier 2024 comme nouveau secrétaire général et chef du parti Lumumbiste unifié, légué par fait patriarche Antoine Gizenga. La veuve Gizenga, Anne Mouba Gizenga, ainsi que plusieurs partenaires politiques ont assisté à cette manifestation haute en couleur. Au-delà de la présentation par le secrétaire permanent Robert Ngambi, le secrétaire général et chef du parti a procédé au lancement de l'opération Totonga Mausolée de feu patriarche Antoine Gizenga. Nous ferons cela pour manifester notre amour et pour démontrer à la face du monde que nous sommes un parti de masse. Nous allons construire un véritable mausolée pour notre défunt patriarche Antoine Gizenga. La journée a également été marquée par des discours marquant la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme avec une participation remarquée des femmes guides nationalistes. Et puis le secteur de la protection sociale en RDC a désormais un guide national des systèmes d'aide sociale. Il vient d'être présenté et validé par les experts du ministère des Affaires sociales justement. Reportage Joël Makela. Le secteur de la protection sociale dispose désormais d'un guide national des systèmes d'aide sociale. Ce document de référence est le résultat de fait par les acteurs du système de protection sociale en République démocratique du Congo.
Ce guide vient consolider le leadership du ministère des Affaires sociales dans ses missions, notamment en ce qui concerne les transferts monétaires, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et les mesures d'accompagnement. L'élaboration de cet outil de travail a été rendue possible grâce au soutien financier de la Banque mondiale et l'appui technique de l'UNICEF. L'objectif principal de cet outil est de réguler le secteur de la protection sociale en République démocratique du Congo. Le guide national des systèmes d'aide sociale renferme des directives visant à consolider les 4 piliers des programmes des filets sociaux dans le domaine de la protection sociale, en traitant des questions relatives aux personnes vulnérables. L'utilisation de cet outil de protection sociale garantira l'égalité des droits sans distinction de race ou de sexe. Jules Bisselouala, coordonnateur de la Convention de partenariat, explique l'importance fondamentale de ce guide. Ce guide vient en fait renforcer, améliorer, normer les secteurs dans la pratique d'appui aux différents programmes sociaux en matière de ciblage, en matière de paiement, en matière de gestion des plaintes et en matière d'enregistrement des bénéficiaires. C'est des directives qui améliorent les ciblages, qui améliorent l'enregistrement des bénéficiaires, qui améliorent le système de paiement et renforcent les mécanismes de gestion des plaintes. Il est important de souligner que la République démocratique du Congo, tout comme d'autres pays, compte un grand nombre de personnes vulnérables, ce qui nécessite une adaptation du programme pour répondre à leurs besoins spécifiques. Les Katangais appelés au refus d'embraser leur province, l'appel est du général-major Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire. C'était au cours d'un symposium sur la défense et la sécurité en RDC organisé à l'université de Lubumbashi. Reportage. Le symposium portant sur défense, sécurité et développement de la RDC, occurrence du Grand Katanga, a ouvert ses portes ce mardi 2 avril 2024 dans la salle Monseigneur Chibangu Tchishiku. D'éminentes personnalités militaires, policières, politiques, administratives, consulaires, coutumières, académiques et scientifiques venus de divers horizons ont participé à cet événement de grande envergure. Dans son mot d'ouverture, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, a exhorté les participants d'unir leurs forces pour contribuer au développement de ce pays aux multiples potentialités. L'histoire de la RDC demande à chacun d'entre nous un apport, selon sa provenance, son parcours académique, scientifique, familial, culturel, anthropologique. C'est cette histoire qui nous met ensemble aujourd'hui en consortium au sujet de la thématique du jour, défense, sécurité et développement. Autrement dire, le développement suppose un véhicule de l'ordre de la défense et de la sécurité. Le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapend, a appelé dans sa leçon inaugurale tous les acteurs de la paix à agir concrètement pour bannir la violence et rejeter la trahison. Sans défense, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité, il n'y aura jamais de développement. Ces réflexions préparées conjointement par l'UNILU et la 22e région militaire portent sur 6 axes majeurs. La gouvernance sécuritaire, économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, le développement et la participation citoyenne. Et nous allons terminer en image avec cet élément de l'association des femmes avocates du Congo qui vient d'organiser une formation de ses membres sur l'application du protocole de Maputo pour les avortements sécurisés. Rodépanda. L'avortement sécurisé a été entériné par le protocole de Maputo. De ce fait, les femmes et jeunes filles concernées par des grossesses difficiles et violences sexuelles devraient bénéficier de mêmes droits à la santé et protection judiciaire.
Les femmes avocates nouvellement intégrées dans la corporation de l'Association des femmes avocates du Congo ont besoin de renforcement des capacités pour défendre les intéressés. La rencontre de ces femmes avocates organisée au Centre pour handicapés de Kinshasa par l'Association des femmes avocates de la RDC, AFEAC, une structure des droits de l'homme, avec le partenariat et l'accompagnement de AIPAS, a abordé la thématique de l'avortement sécurisé. Ces échanges visent un objectif, celui de mettre au même niveau et droit de défense les nouvelles avocates que les autres pour leur permettre d'assister juridiquement et en justice les femmes pour les cas portant sur les avortements et mener à bien le monitoring de l'utilisation du protocole de Maputo dans les juridictions congolaises. C'est la présidente de l'AFAC, Maître Gisèle Kapinga Ntumba, qui a ouvert cet atelier. L'Association des femmes avocates de la RDC poursuit comme objectif l'encadrement professionnel des avocates et elle veille à leur représentativité au sein des organes de l'ordre. La lutte contre toute forme de violence à l'égard de l'avocate dans l'exercice de sa profession, la lutte contre toutes les formes de discrimination et violence à l'égard de la femme et de la jeune fille, la vulgarisation des lois nationales et des instruments juridiques internationaux. Cette rencontre de formation a bénéficié de l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. Nous avons des documents officiels sur cette table, je vais vous en donner le contenu. Extrait de rôle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection des sénateurs appellera à son audience publique de ce jeudi 4 avril 2024 à 11h, les affaires ci-après. Cour normale, Monsieur Maolo ou Amaolo, Jean de Dieu contre la CENI, Monsieur Modikilo Bezele Modeste, premier suppléant du candidat Tabei Ngwebo Marcel contre la CENI, Maki Lingo, candidat indépendant contre la liste du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés à FDC et contre la CENI, et Joseph Nangailunga, candidat indépendant, Jean Bakomitongabou, candidat indépendant contre la CENI. Et voilà, donc il y a également des candidats de Action des Alliés contre la CENI, le mouvement de libération du Congo, Mondole et Solibanza contre la CENI, et puis Manzinga Simanzongo Augustin, candidat aux élections sénatoriales de la province du Koulou contre la CENI. C'est le greffier en chef qui signe le document. Et puis il y a un autre communiqué officiel, le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que le Conseil d'État, section du contentieux siégeant en matière de contentieux électoral en appellera à son audience publique de ce jeudi 4 avril 2024 les affaires ci-après. Alliance pour le triple A et allié A3A contre la CENI, circonscription de Lualaba, le regroupement politique AAND contre le regroupement politique AAUNC, circonscription d'Empangui au Maniema, Monsieur Findouo Antoine, chef de regroupement Mongata dans la commune de Maluku contre Mbamangako Ledona, le regroupement politique ANB contre le parti politique UDPS Tshisekedi, circonscription de Kungu, province du Sud-Bangui, regroupement AAND contre le regroupement AACPG, circonscription de Punia au Maniema, le regroupement politique ADIP contre le regroupement politique AFDCA et la CENI, circonscription électorale de Kasavubu Kinshasa, le regroupement politique ACPA contre le regroupement politique ADFCA et son candidat Poundu Malamba Guilin, circonscription de Ngalima Kinshasa, le regroupement politique ANB, circonscription des Bandalungwa contre le regroupement politique ACPA, le regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN contre AB50 et CRP, le regroupement politique AB en sigle contre le regroupement politique 4AC ALDEC et AAP, circonscription de Kasongo au Maniema,
Voilà, c'est tout un tas de documents. Le regroupement politique A2R contre M. Kafouti Pati. Nous sommes à Kimbanseke, Kinshasa. Le regroupement politique ANB contre le parti politique MLC, circonscription de Libenge Sud ou Bangui. Le regroupement politique ACPA, la liste contre la liste du parti politique MLC, son candidat Samba Mwamolele, circonscription de Nsele Kinshasa. Le regroupement politique AFDCA contre la liste contestée du parti politique MLC, circonscription électorale de Mongafula Kinshasa. Le regroupement politique ACPA contre le regroupement politique 4AC et son candidat au Sango Senga Lambert, circonscription électorale de Kalamou Kinshasa. Le regroupement politique ACPA contre le regroupement politique AAP, circonscription électorale de Mouchi Maïndombe. Et la dernière page, justement, le regroupement politique Alliance des mouvements de solidarité pour le changement AMSC contre le regroupement politique AB, circonscription électorale de Kamina Ville Olomami. Le regroupement politique AAND contre AUNC, circonscription de Kassongo au Maniema. Le regroupement politique ADIP contre le parti politique UDPS Tshisekedi et son candidat Dikuyu Jean-Paul Selemba au Kinshasa. Le regroupement politique AFDCA contre la CENI, circonscription électorale de Calais Sud Kivu. C'est le greffier en chef qui signe le communiqué. Fin de ce journal, rédigé par Nana Nawej Kayongo. À 23h, Serge Mata vous présentera la prochaine édition du journal. Je vous retrouve demain. Madame, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la RTNC.